Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une angoisse. Je pense que c'est une angoisse que tout sportif connaît, vraiment. Oui, qu'on soit amateur ou professionnel, c'est la même chose. Exactement. La pause forcée. Une blessure, des vacances, un agenda qui explose. Et voilà, l'entraînement s'arrête. Et la question qui tue, c'est à quel point est-ce que je vais régresser? On va donc plonger au cœur de ce qu'on appelle le désentraînement. Mhm. Et pour ça, on a une source très solide, une méta-analyse. Oui, c'est ce qui se fait de mieux. C'est une étude qui compile les résultats de 21 autres études scientifiques. Et l'objectif était très précis, mesurer l'impact de cet arrêt sur une donnée cruciale pour les athlètes d'endurance, la fameuse VO2 max. Ah, la VO2 max, c'est vraiment la mesure reine pour évaluer notre moteur, hein. On l'appelle la norme d'or de la capacité cardio-respiratoire. Le moteur, j'aime bien l'image. C'est ça. Pour faire simple, c'est un peu la cylindrée de ce moteur. C'est la quantité maximale d'oxygène que le corps peut absorber, transporter D'accord, et utiliser dans les muscles pendant un effort vraiment intense. Plus ce chiffre est haut, plus le moteur est puissant. C'est un marqueur clé. parfait. Notre mission du jour, c'est de comprendre ce qui se passe quand on coupe le contact de ce fameux moteur. Est-ce qu'il rouille vite? Est-ce qu'on peut l'entretenir avec des petites balades? Et est-ce que les gros moteurs se dégradent plus vite que les petits? C'est ça. Alors, on va décortiquer tout ça. Première question, celle qui fâche un peu. Est-ce qu'on perd vraiment, même après une toute petite pause? La réponse de l'étude est un grand oui, mais alors sans aucune ambiguïté. Ah, C'est le premier gros enseignement en chi. Dès qu'on s'arrête, ça baisse. Que la pause soit courte, donc moins de 4 semaines, ou longue, au-delà de 4 semaines, la VO2 max diminue de façon significative. il n'y a pas d'échappatoire en fait. Non, la dégradation commence quasi immédiatement. D'accord. Donc ça baisse, mais est-ce que c'est une petite égratignure ou une vraie dégringolade? Il faut nous donner des chiffres. C'est là que ça devient concret, oui. Sur une pause courte, donc moins d'un mois, la baisse moyenne est de 3,9%. Ok, presque 4%. Voilà. Mais si l'arrêt se prolonge au-delà d'un mois, là, la baisse moyenne atteint 9,4%. Ah oui, c'est plus du double. Carrément. C'est une différence énorme. Perdre presque 10% de sa cylindrée, ça se sent vraiment sur le terrain, hein. Jusqu'à revenir à zéro ou presque. Eh bien, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ah, Ce n'est pas tout à fait ce que l'étude a trouvé. Cette chute libre ne dure pas éternellement. Les chercheurs ont observé que la baisse semble atteindre une sorte de plateau, un plateau. c'est-à-dire. Concrètement, ils n'ont pas trouvé de différence significative dans la perte entre une pause de 30 à 90 jours et une pause de plus de 90 jours. Attends, ça veut dire que la majeure partie du mal est faite dans les 3 premiers mois. Exactement. Après ça, la situation semble se stabiliser. C'est fou ça. Mais comment on explique ça? Pourquoi le corps ne continue pas à tout oublier? Leur hypothèse, c'est que même sans entraînement, on n'est jamais vraiment sédentaire à 100%. On continue de bouger au quotidien. C'est ça. Marcher pour faire les courses, monter les escaliers, tout ça constitue un stimulus minimal. Ce n'est rien à côté d'un vrai entraînement, bien sûr, mais c'est assez pour que le corps maintienne une fonction de base. Il ne se laisse pas complètement dépérir. Ils trouvent un nouvel équilibre, un niveau de croisière plus bas. Voilà. La relation n'est pas linéaire. Le corps se protège d'un effondrement total. C'est rassurant, d'un côté. On ne tombe pas à zéro. Mais bon, personne n'a envie de se contenter de ce niveau de croisière. Non, c'est clair. Ce qui amène à la question pratique, est-ce qu'on peut limiter les dégâts? Pendant une blessure légère ou une intersaison, par exemple. Oui, est-ce qu'on est condamné à subir? C'est exactement ce que l'étude a regardé, en comparant deux scénarios, l'arrêt complet et ce qu'ils appellent l'arrêt partiel où l'on maintient une petite activité. Ça, c'est une bonne nouvelle. Clairement. Les athlètes qui ont maintenu une activité réduite ont vu la baisse de leur VO2 max être très significativement atténuée par rapport à ceux qui ont tout coupé. L'étude cite même d'autres recherches qui montrent que quelques séances de course par semaine, même à intensité modérée, ça suffit à préserver une bonne partie des acquis. Super. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de choisir entre tout ou rien. On peut entretenir la flamme. C'est l'idée. Donc j'imagine que pour une pause courte, c'est encore plus vrai. Si je pars une semaine en vacances, un ou deux petits runs, ça va forcément aider, non? Eh bien, prépare-toi à être surprise. Ah bon? C'est là qu'on a le résultat le plus contre-intuitif de l'étude. Pour les pauses de courte durée, donc moins de 4 semaines, ils n'ont trouvé aucune différence significative entre l'arrêt total et l'arrêt partiel. Pardon, stop.
Comment ça, aucune différence? Tu veux dire que celui qui a fait des séances légères a perdu autant que celui qui est resté sur son canapé? C'est difficile à croire, mais c'est ce que les données montrent. Pour l'objectif spécifique de préserver la VO de max, ces petites séances n'ont pas eu d'effet protecteur. Mais pourquoi? C'est absurde! Les chercheurs ont deux hypothèses. La première, c'est que l'intensité des exercices maintenus était peut-être juste trop faible. Le petit footing touriste, quoi. Voilà, ce qu'on appelle parfois les junk miles. C'est bon pour le moral, mais ça ne stimule pas assez le système cardiovasculaire pour maintenir des adaptations de très haut niveau. Mon corps ne se sent pas assez en danger pour garder son gros moteur. C'est un peu ça. Et la deuxième hypothèse, c'est qu'il pourrait exister une sorte de perte initiale incompressible. Le corps, habitué à un énorme stimulus, réagit très vite à la baisse et cette première chute de quelques pourcents serait quasi automatique. À moins de maintenir un stimulus vraiment intense. Exactement. Et c'est le point que les auteurs martèlent. Pour maintenir la VO2 max, la variable reine, c'est l'intensité. L'intensité bien plus que la fréquence ou la durée. Donc pour une pause courte, la leçon c'est soit on maintient de vraies séances dures, type fractionné, soit on accepte cette petite perte et on en profite pour vraiment se régénérer. C'est une perspective complètement différente, oui. Il faut choisir entre rester actif et préserver sa performance de pointe. Ce n'est pas la même stratégie. Ça me fait penser à autre chose. Est-ce que tout le monde est logé à la même enseigne? Est-ce qu'un athlète de niveau mondial est dans le même bateau qu'un bon amateur? Excellente question. Et la réponse est non, pas du tout. Surtout sur le long terme. Je parie que les pros perdent moins. C'est l'inverse. Les athlètes avec le plus haut niveau de départ, donc la VO2 max la plus élevée, sont ceux qui subissent la baisse la plus importante. C'est le paradoxe de l'élite alors? Plus on est en forme, plus on a à perdre? C'est tout à fait ça. La logique est implacable. Leur condition physique, c'est le résultat d'un stimulus d'entraînement énorme. Leurs adaptations physiologiques, un cœur plus gros, plus de capillaires sanguins, tout ça, c'est coûteux à maintenir pour le corps. Une sorte de luxe? Exactement. Et dès que le stimulus disparaît, le corps, qui est une machine à optimiser l'énergie, commence à démanteler ce luxe dont il n'a plus besoin. Plus on part de haut, plus la chute est dure. Fascinant et un peu cruel. Et ça marche aussi sur une pause courte, une semaine de grippe par exemple. Et là, autre surprise, non. Sur les pauses de moins de 4 semaines, l'analyse montre que le niveau initial ne semble pas influencer la perte. Ah d'accord. Que tu sois champion ou bon amateur, la perte initiale en pourcentage est à peu près la même pour tout le monde. C'est vraiment sur la durée que les écarts se creusent. D'accord. Donc le niveau est un facteur. Est-ce qu'il en a d'autres? L'âge, peut-être? Oui, l'âge aussi. Et là encore, les résultats sont assez inattendus. Ils ont comparé les athlètes de moins de 20 ans aux adultes. Et Sur les arrêts de longue durée, les plus jeunes ont montré une réduction de leur VO2 max plus importante que leurs aînés. c'est encore le contraire de ce que j'aurais pensé. On imagine toujours les jeunes comme plus résilients. C'est une intuition logique, oui, mais la physiologie est plus complexe. L'explication, c'est que la VO2 max atteint son pic vers 20-30 ans. Chez un athlète de 17 ans, le système est encore en développement, ses adaptations sont peut-être moins ancrées, moins stables. Plus plastique en quelque sorte. Exactement. Et donc plus sensible à l'absence de stimulus. Le corps se désadapte plus vite aussi. C'est une information cruciale pour les coachs qui s'occupent de jeunes. Absolument. Mais, et c'est important, il faut ajouter une mise en garde. Les auteurs de l'étude le soulignent eux-mêmes. Il y avait très peu d'études sur les adolescents dans leur analyse. Seulement 3. Donc c'est un signal, mais à prendre avec des pincettes. Voilà. C'est une piste intéressante, mais qui demande plus de recherche. D'accord, je pense qu'on a une bonne vision d'ensemble. Si on devait résumer les points clés, qu'est-ce qu'on retient? Je commence. 1. Pas de miracle, tout arrêt fait baisser la VO2 max. C'est une certitude. Deuxième point, le côté rassurant, cette baisse n'est pas un puissant fond. Elle se stabilise après environ 3 mois. On ne revient jamais à zéro. Troisième point, très pratique, pour une longue pause, maintenir une activité, même modérée, ça aide énormément. Mais pour une pause courte, si on veut limiter la casse, il faut de l'intensité. Et enfin, quatrièmement, tout le monde n'est pas égal. Sur le long terme, les athlètes les plus affûtés et les plus jeunes semblent être les plus vulnérables. Parfait. Et comme toute bonne recherche, il y a des limites, des choses que l'étude ne dit pas. Tout à fait. La principale, c'est que la grande majorité des participants dans les études étaient des hommes. Donc on ne peut pas être sûr que ça s'applique à 100% aux athlètes féminines. Exactement. La physiologie féminine, les réponses hormonales, tout ça peut jouer un rôle différent. C'est un vrai champ de recherche à explorer.
Et j'imagine que des facteurs comme la nutrition, pendant la pause, le sommeil, le stress. Non, rien de tout ça n'a été pris en compte. Ce sont des variables qui peuvent certainement moduler ces effets, mais une méta-analyse ne peut pas tout contrôler. Pour finir, tout ça me laisse avec une dernière pensée. Cette étude insiste tellement sur le fait que l'intensité est la clé. Mhm. Ça soulève une question très concrète pour quiconque doit alléger son programme. Face à une semaine de travail écrasante, vaut-il mieux faire une seule séance de fractionné de 45 minutes ou 3 footings tranquilles de 30 minutes d'eux? C'est une excellente question. D'un point de vue purement physiologique, pour préserver son moteur, la science semble nous dire que la qualité d'un seul effort intense pourrait bien pulvériser la quantité de 3 efforts modérés. C'est une leçon d'efficacité qui, finalement, dépasse peut-être le simple cadre du sport.